Le jour où mon frère a prononcé ces mots, j'ai compris que le deuil pouvait avoir l'odeur métallique de la trahison. Maman est morte. J'ai tout hérité. Il a dit debout dans le salon encore imprégné de son parfum, les rideaux à demi tirés, la lumière hésitante comme si elle refusait d'entrer. J'ai senti mon cœur se fendre, mais mes lèvres, elles, ont esquissé un sourire. Un sourire lent, presque doux, un sourire qui n'avait rien d'innocent. Il croyait me briser. Il croyait que l'annonce suffirait à me réduire au silence, à m'exiler hors de l'histoire familiale. Je me suis rappelé nos enfances partagées, ces jalousies muettes, ces petites victoires arrachées en cachette. Maman disait toujours que l'héritage n'était pas une question d'argent, mais de mémoire. Mon frère, lui, parlait déjà de comptes, de clés, de signatures. Il ne m'a même pas proposé de m'asseoir. Je n'ai pas pleuré. Pas encore. Je l'ai regardé, attentif, comme on observe quelqu'un qui se trompe de porte. Il a continué, sûr de lui, détaillant l'appartement, la voiture, les bijoux. Il parlait vite, trop vite. Chaque mot sonnait comme un clou qu'il enfonçait lui-même. Et plus il parlait, plus mon sourire s'installait. Un sourire qui le rendait nerveux. Si cette histoire te captive déjà, pense à aimer la vidéo et à t'abonner à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines révélations. Il s'est arrêté, enfin, et m'a demandé ce que j'avais à dire. J'ai haussé les épaules. Le silence était tiré, lourd, presque obscène. Je me suis approché de la fenêtre, j'ai regardé la rue où maman m'attendait parfois quand j'étais en retard. J'ai senti sa présence, pas comme un fantôme, plutôt comme une certitude. Elle n'aurait jamais laissé les choses se terminer ainsi. Quand je me suis retourné, mon frère avait pâli. Il avait remarqué quelque chose. Peut-être l'absence de colère. Peut-être la patience. Je lui ai dit que j'étais désolé pour maman, que la mort était une chose étrange, qu'elle révélait souvent plus les vivants que les morts. Il a ricané, croyant à une résignation tardive. Il a sorti une enveloppe, l'a agitée devant moi, sûr de son effet. Je n'ai toujours pas cessé de sourire. Parce que je savais ce qu'il y aurait encore. Et dans cette pièce où il se croyait vainqueur, j'ai senti que le premier mur venait de se fissurer, juste au moment où il posait l'enveloppe sur la table et que mon téléphone vibrait dans ma poche, affichant un nom que lui seul n'aurait jamais voulu voir apparaître. Le téléphone vibrait encore quand je l'ai retourné écran contre la paume. Mon frère a suivi le geste, ses yeux s'attardant trop longtemps sur ma main fermée. Il a souri à son tour, un sourire de propriétaire, convaincu que le monde venait de se réorganiser autour de son nom. L'enveloppe était là, posée bien droite comme un totem. Je ne l'ai pas touchée. Il a repris sa voix calme, m'expliquant la suite logique des choses, les démarches, la vente possible de l'appartement, la nécessité d'aller vite. Il parlait d'efficacité, de délai, de notaire. Chaque mot était un pas de plus vers une certitude qu'il croyait totale. Je me suis assis enfin, lentement, pour lui donner l'illusion que je capitulais. Il a confondu ma patience avec de la fatigue. Je lui ai demandé quand il avait vu maman pour la dernière fois. La question l'a surpris. Il a répondu sans réfléchir, trop sûr de lui, donnant une date approximative, un souvenir flou. J'ai hoché la tête, comme si cela confirmait quelque chose. Ses doigts ont tapoté la table, un tic qu'il avait enfant quand il mentait. Il ne s'en est pas rendu compte. Je lui ai dit que la maison semblait différente sans elle, que certaines portes grinçaient moins, que certains tiroirs semblaient plus légers. Il a levé les yeux au ciel, agacé par ce qu'il prenait pour de la sensiblerie. Il a attrapé l'enveloppe et l'a ouverte à moitié, laissant apparaître le papier officiel. Son nom était écrit en gras. Il a savouré l'instant. Je me suis penché en avant, mon sourire intact, et je lui ai demandé s'il avait lu la totalité des documents, pas seulement la page qu'il arrangeait. Il a ri, un rire bref, sec. Il m'a assuré qu'il n'y avait rien d'autre à lire, rien d'autre à comprendre, rien d'autre à partager. J'ai acquiescé, lentement, comme on approuve une erreur irréversible. Il ne savait pas que maman gardait tout. Les lettres, les messages, les preuves minuscules que personne ne regarde. Il ne savait pas qu'elle me parlait encore, même après sa mort, à travers des choix qu'elle avait préparés en silence. Il a glissé les papiers dans sa sacoche, prêt à partir, déjà ailleurs, déjà riche. Au moment où il s'est levé, j'ai posé ma main sur l'enveloppe restée sur la table, celle qu'il avait laissée derrière lui sans y penser. Son regard s'est figé. Il a compris trop tard que quelque chose venait de lui échapper et que mon sourire n'était pas une acceptation, mais une promesse. Il s'est rassis sans que je le lui demande, comme si la chaise l'avait rappelé à l'ordre.
Son assurance était fissurée, juste assez pour laisser passer la peur. Il a fixé l'enveloppe sous ma main, puis mon visage, cherchant un indice, une explication rationnelle à ce malaise soudain. Je n'ai rien offert. Le silence faisait le travail à ma place. Je lui ai demandé s'il se souvenait du vieux coffre dans la chambre de maman, celui qu'elle gardait derrière les manteaux d'hiver, celui dont il se moquait en disant qu'il ne contenait que des souvenirs sans valeur. Il a froncé les sourcils. Il a dit que oui, vaguement, que maman était du genre à accumuler des choses inutiles. J'ai laissé échapper un léger rire, presque tendre. Inutile pour lui, peut-être. Il s'est levé brusquement, a fait quelques pas dans la pièce, comme un animal qui sent le piège sans le voir. Il m'a dit que tout était clair, que le notaire avait confirmé que je n'avais aucune raison de jouer à des devinettes. Sa voix tremblait à peine, mais je l'entendais. Je lui ai rappelé que maman aimait les chemins détournés, les décisions prises à l'avance, les surprises qui n'en étaient pas vraiment. Je lui ai raconté la dernière fois que je l'avais vue. Il n'était pas là. Elle m'avait fait asseoir à la table de la cuisine, avait servi du thé, trop sucré comme toujours. Elle m'avait parlé longtemps, pas de mort, pas d'héritage, mais de confiance, de ce qu'on croit posséder et de ce qui nous échappe au moment précis où l'on se croit gagnant. Mon frère a serré les poings. Il m'a accusé de mentir. Je me suis levé à mon tour et je lui ai tendu mon téléphone. Pas l'écran, juste l'objet, comme une énigme. Je lui ai dit qu'un message était arrivé quelques minutes plus tôt d'une personne qu'il connaissait très bien. Son visage s'est vidé de ses couleurs. Il a murmuré un nom presque inaudible. Je n'ai pas confirmé. Je n'ai pas nié non plus. Il a exigé de voir le message. J'ai reculé d'un pas. Je lui ai dit que tout venait en son temps, que la précipitation était souvent le refuge des coupables. Ce mot l'a frappé de plein fouet. Il a protesté, trop fort, trop vite, et dans sa colère, il a renversé la chaise derrière lui. Je l'ai regardé ramasser ses affaires, paniqué, prêt à fuir ou à attaquer. Je ne savais pas encore. Ce que je savais, en revanche, c'est que le jeu venait de changer et qu'il n'avait aucune idée des règles que maman avait écrites bien avant de fermer les yeux. Il a quitté l'appartement sans claquer la porte, ce qui m'a surpris. D'ordinaire, il aimait laisser des traces sonores, prouver qu'il passait par la force. Cette fois, ses pas dans l'escalier étaient feutrés, presque prudents. J'ai attendu longtemps avant de bouger, écoutant le silence revenir, lourd, chargé de choses non dites. Je suis allé dans la chambre de maman. L'air y était plus froid, comme si le temps s'y était arrêté au dernier souffle. J'ai ouvert l'armoire, écarté les manteaux et retrouvé le coffre. Il était plus léger que dans mon souvenir. La clé n'était pas là où elle laissait toujours traîner ses clés. Elle ne laissait jamais rien au hasard. J'ai souri encore, malgré moi. Sur la table de nuit, il y avait un carnet que je n'avais jamais vu. Couverture usée, écriture serrée. Les premières pages parlaient de nous, de mon frère et moi, de nos différences, de ses silences à lui, de mes absences à moi. Elle écrivait comme elle parlait, doucement, mais chaque phrase pesait. Plus j'avançais, plus je comprenais que ce carnet n'était pas destiné à être lu par hasard. Une page était cornée. Elle y avait noté une date récente, suivie d'un seul mot, souligné 2 fois. J'ai senti mon estomac se nouer. Elle avait compris. Avant moi, avant tout le monde. Ce qu'elle avait découvert changeait tout et expliquait la précipitation de mon frère, ses mensonges maladroits, son besoin de conclure vite. Le téléphone a sonné. Numéro inconnu. J'ai hésité, puis décroché. Une voix basse, professionnelle, s'est présentée comme celle du notaire. Il m'a demandé si j'étais seul. Il m'a dit que certaines dispositions du testament ne pouvaient être lues qu'en présence des 2 héritiers, et qu'un détail avait été volontairement omis lors du premier entretien. J'ai fermé les yeux. Il m'a donné un rendez-vous pour le lendemain matin. Il a ajouté que ma mère avait insisté sur une clause particulière, écrite de sa main, qui concernait une vérité familiale non reconnue officiellement. Il n'a rien dit de plus. Il n'en avait pas le droit. J'ai raccroché lentement. Sur la dernière page du carnet, maman avait écrit une phrase simple, presque cruelle dans sa lucidité. Je l'ai lue plusieurs fois, jusqu'à ce que les mots s'impriment en moi. Mon sourire est revenu, plus calme, plus assuré, parce que désormais, ce n'était plus une question d'héritage, mais de révélation. Et je savais que mon frère ferait tout pour empêcher le lendemain d'arriver. La nuit a été trop courte. Je n'ai presque pas dormi, allongé dans le lit de maman, entouré de ce silence. Chaque bruit de l'immeuble me semblait suspect,
Chaque voiture qui passait pouvait être la sienne. Mon frère n'était pas du genre à attendre quand il sentait le sol se dérober sous ses pieds. Il agissait, toujours. À l'aube, j'ai reçu un message. Un seul mot. On doit parler. Pas de signature. Inutile. J'ai laissé le téléphone sur la table, sans répondre. Le carnet de maman était ouvert devant moi, à la page cornée. Je relisais ce mot souligné, encore et encore, comme s'il pouvait changer de sens. Il ne changeait pas, il confirmait. En sortant de l'appartement, j'ai remarqué que la serrure avait été forcée, à peine. Un travail propre, discret. Il était venu pendant la nuit. Il avait cherché quelque chose. Le coffre? Probablement. Ou le carnet. J'ai vérifié machinalement ma veste. Le carnet était là. Il n'avait rien trouvé. Pas encore. Le cabinet du notaire se trouvait à l'autre bout de la ville. Dans le métro, les visages me semblaient irréels, étrangers à ce qui se jouait pour moi. J'avais l'impression de porter un secret trop lourd pour un matin ordinaire. À chaque arrêt, je m'attendais à le voir entrer dans la rame, essoufflé, prêt à provoquer une scène. Il n'est pas venu. Le notaire m'a fait patienter dans une petite salle, au mur tapissé de dossiers. Quand mon frère est arrivé, il m'a à peine regardé. Son visage était tiré, ses yeux cernés. Il s'est assis loin de moi, comme si la distance pouvait le protéger. Le notaire a fermé la porte, a pris un dossier plus fin que les autres et a marqué une pause. Il a parlé de la volonté de maman, de sa lucidité jusqu'au bout, de sa détermination à ce que la vérité ne soit pas enterrée avec elle. Mon frère s'est agité sur sa chaise. Il a tenté d'interrompre, de dire que tout avait déjà été réglé. Le notaire l'a arrêté d'un geste sec. Puis il a évoqué cette clause manuscrite. Celle qui suspendait l'héritage tant qu'un fait précis n'était pas reconnu devant témoin. Un fait qui concernait directement mon frère. J'ai senti son regard me brûler. Il savait que je savais. Ce qu'il ignorait encore, c'était jusqu'où maman avait été prête à aller pour que le mensonge cesse enfin. Le notaire a posé ses lunettes, comme s'il avait besoin de voir autrement ce qu'il s'apprêtait à dire. Il a précisé que ma mère avait exigé la présence d'un tiers pour la suite, une personne extérieure à la famille, mais intimement liée au fait. Mon frère a blêmi. Il a murmuré que c'était inutile, que tout cela n'était qu'un excès de zèle. Sa voix ne convainquait personne, pas même lui. La porte s'est ouverte. Une femme est entrée. Je l'ai reconnue immédiatement, même si je ne l'avais vue que quelques fois, toujours de loin, toujours dans l'ombre. Mon frère, lui, a reculé sa chaise, heurtant le mur derrière lui. Il a balbutié son prénom. Elle n'a pas répondu. Elle s'est assise, droite, déterminée, comme quelqu'un qui a attendu longtemps ce moment précis. Le notaire a rappelé les termes exacts. L'héritage ne serait attribué que si la vérité était dite, sans omission, sans détournement. La femme a sorti une enveloppe de son sac. Elle l'a posée sur la table, au centre, comme une pièce à conviction. J'ai reconnu l'écriture de maman. Elle avait tout orchestré, même cette rencontre. Mon frère a nié, d'abord calmement, puis avec une agressivité mal contenue. Il a accusé la femme de manipulation, le notaire de partialité, maman d'avoir perdu la tête. Chaque accusation sonnait faux. La femme l'a laissé parler jusqu'au bout, sans l'interrompre. Quand elle a pris la parole, sa voix était ferme, sans trembler. Elle a raconté ce qui s'était passé des années plus tôt. Les promesses, l'argent, les signatures arrachées dans l'urgence. Elle a dit le mot que maman avait souligné dans son carnet. Un mot simple, brutal. Fraude. Le silence qui a suivi était assourdissant. Le notaire a sorti un autre document. Une plainte prête à être déposée, accompagnée de preuves conservées par ma mère. Il a expliqué que maman m'avait confié la décision finale. Soit la vérité était reconnue ici, maintenant, soit la justice s'en chargerait. Mon frère me fixait, les yeux injectés de rage et de peur mêlées. Je me suis penché en avant. J'ai posé calmement le carnet sur la table, ouvert à la page cornée. Je lui ai dit que maman l'avait aimé, malgré tout, mais qu'elle avait refusé de protéger un mensonge plus longtemps. Il a serré les dents, cherchant une issue, une échappatoire. La femme s'est levée, prête à partir. Le notaire a demandé une dernière fois à mon frère s'il reconnaissait les faits. Il a ouvert la bouche, puis s'est arrêté. Son silence était un aveu, mais pas encore une fin. Parce qu'à cet instant précis, son téléphone a vibré, et le regard qu'il a jeté à l'écran a changé la donne. Il a décroché avant même que le notaire ne puisse protester. Une erreur.
Son visage s'est tendu, puis vidé de toute couleur. Il a murmuré quelques mots, des phrases hachées, des promesses précipitées. La femme et moi échangions un regard silencieux. Ce coup de fil n'était pas un hasard. Rien ne l'était plus. Désormais, quand il a raccroché, il s'est levé d'un bond, renversant presque sa chaise. Il a déclaré que tout cela devait être reporté, qu'une urgence l'appelait ailleurs. Le notaire a refusé net. Il a rappelé que la séance ne pouvait être suspendue sans conséquences légales immédiates. Mon frère a éclaté de rire, un rire nerveux, trop fort pour la petite pièce. Il perdait le contrôle. Il m'a pointé du doigt, m'accusant de manipulation, de vengeance tardive, de jalousie. Il a dit que j'avais toujours vécu dans son ombre, que maman m'avait préféré par pitié. Les mots glissaient sur moi. Je regardais surtout ses mains. Elles tremblaient. Pas de colère, de peur. La femme est intervenue, calmement. Elle a dit que l'appel venait sûrement de la banque. Celle qui, grâce aux documents de maman, venait de geler plusieurs comptes liés à des opérations douteuses. Le mot a flotté dans l'air. Gelé. Mon frère s'est effondré sur sa chaise, comme si ses jambes ne le portaient plus. Le notaire a poursuivi, implacable. Il a expliqué que la reconnaissance des faits ici pouvait encore limiter les dégâts, éviter la prison, préserver une part minime de l'héritage. Un choix restait possible. Le dernier. Je sentais le poids de ce pouvoir sur mes épaules. Maman savait ce qu'elle faisait. Mon frère a levé les yeux vers moi. Pour la première fois depuis longtemps, il n'y avait plus d'arrogance. Juste une supplique muette. Il m'a dit mon prénom comme quand nous étions enfants, quand il avait peur du noir. J'ai failli détourner le regard. J'ai pensé à maman, à ce silence, à ce carnet écrit pour nous deux. Il a inspiré profondément. Sa voix est devenue presque inaudible. Il a commencé à parler, à reconnaître certains faits, à en minimiser d'autres. Le notaire l'a arrêté. Tout ou rien. La vérité entière ou les tribunaux. La femme s'est rassise, prête à écouter, prête à confirmer ou à contredire. Mon frère a fermé les yeux. Il a repris, plus lentement, plus précisément. Chaque phrase l'enfonçait un peu plus. Quand il a terminé, le silence est retombé, lourd, définitif. J'ai cru que c'était fini. Je me trompais. Parce que le notaire s'est alors tourné vers moi et m'a rappelé la dernière volonté de maman, celle qui n'était écrite nulle part, sauf dans ce qu'elle attendait de moi. Le notaire m'a demandé de confirmer si j'acceptais cette reconnaissance comme suffisante. Sa question semblait simple, mais elle contenait des années de blessures, de renoncements, de silences accumulés. Mon frère gardait la tête baissée, comme s'il craignait de croiser mon regard. La femme, elle, me fixait avec une attention presque grave, consciente que tout se jouait maintenant. Je me suis levé. Mes jambes étaient lourdes, mais mon esprit étonnamment clair. J'ai repensé à maman, à ses mains tremblantes quand elle écrivait, à la précision de ses mots. Elle ne cherchait pas la vengeance. Elle cherchait l'équilibre. Je l'ai dit à voix haute, que la vérité venait d'être dite, mais qu'elle n'effaçait rien, qu'elle ouvrait seulement la possibilité d'autre chose. Le notaire a noté ma réponse, méthodiquement. Il a expliqué que, conformément aux dispositions, une partie de l'héritage serait placée sous séquestre en attendant la décision de la justice, et que le reste serait redistribué selon une clause alternative. Mon frère a relevé la tête, brusquement. Il ne s'attendait pas à cela. Il pensait que tout s'écroulerait d'un coup. Maman avait encore prévu une nuance. La femme s'est levée à son tour. Elle a dit qu'elle déposerait sa plainte, malgré la reconnaissance. Pas par cruauté, mais par nécessité, pour que les faits soient inscrits quelque part, officiellement. Mon frère n'a pas protesté. Il semblait vidé, comme s'il avait déjà tout perdu. En sortant du cabinet, il m'a suivi dans le couloir. Il m'a attrapé le bras. Son geste n'était pas violent, juste désespéré. Il m'a demandé pourquoi je souriais encore. Je lui ai répondu que ce sourire n'était pas pour lui, ni contre lui, qu'il était pour maman, pour ce qu'elle avait réussi à faire, même après sa mort. Il m'a lâché. Nous nous sommes séparés devant l'ascenseur. Je l'ai vu disparaître derrière les portes métalliques, plus petit qu'il ne l'avait jamais été. J'ai pris l'escalier. J'avais besoin de sentir chaque marche. Dehors, l'air m'a semblé plus léger. J'ai sorti le carnet une dernière fois. À la toute fin, il y avait une phrase que je n'avais pas remarquée. Une phrase écrite plus tard, d'une autre encre. Elle parlait d'un secret encore plus ancien, lié à ma naissance.
Mon cœur a raté un battement. J'ai compris que l'histoire ne faisait que commencer, et que ce que mon frère croyait d'avoir perdu n'était rien comparé à ce qui m'attendait. Je suis resté longtemps immobile sur le trottoir, le carnet serré contre moi, incapable d'avancer. Les mots de maman résonnaient comme une onde lente. Ma naissance, ce secret ancien. Elle n'avait jamais rien laissé entendre, ni par un geste, ni par un regard. Et pourtant, tout était là, dissimulé à la toute fin, comme une porte dérobée que l'on ouvre qu'en dernier. J'ai marché sans but précis, laissant la ville décider pour moi. Chaque vitrine reflétait un visage que je ne reconnaissais plus tout à fait. J'ai fini par m'arrêter dans un café presque vide. J'ai commandé un espresso que je n'ai pas touché. J'ai relu la phrase encore et encore, cherchant un indice, une explication. Elle parlait d'un homme, d'un choix, d'une vérité qui devait rester enfouie tant que les fondations de la famille n'étaient pas assainies. Mon téléphone a vibré. Un message de mon frère. Une adresse. Aucun mot. J'ai hésité, puis j'y suis allé. L'adresse menait à une maison que je ne connaissais pas, en périphérie, loin de nos habitudes. Quand j'ai frappé, c'est lui qui a ouvert, mais il n'était pas seul. Derrière lui se tenait un homme plus âgé, le regard grave, les traits étrangement familiers. Mon frère m'a laissé entrer sans parler. L'homme m'a observé comme on observe un miroir imparfait. Il a dit mon prénom avec une intonation que je n'avais jamais entendue. J'ai senti mes mains devenir moites. Avant que je ne puisse poser la moindre question, il a évoqué maman. Il a dit qu'elle lui avait demandé de rester loin, de se taire, jusqu'à ce que le moment soit venu. Mon frère s'est assis, épuisé. Il a murmuré qu'il avait découvert la vérité bien avant moi, que cela avait tout changé, que la jalousie, la fraude, la précipitation, tout venait de là. J'ai compris que je n'avais jamais été seulement son rival. J'avais été sa menace. L'homme s'est approché. Il a sorti une photo ancienne. Une photo de maman, plus jeune, souriante, la main posée sur son bras. Il a dit qu'il était venu non pas pour réclamer, mais pour réparer ce qui pouvait l'être. Je sentais la colère monter, mêlée à une curiosité douloureuse. Avant que je ne puisse répondre, on a frappé à la porte. 3 coups nets, autoritaires. L'homme s'est figé. Mon frère a blêmi de nouveau. Je n'avais pas besoin de demander qui c'était, parce que certaines vérités, une fois sorties de l'ombre, attirent toujours d'autres conséquences. La porte s'est ouverte sur un homme en costume sombre, visage fermé, regard perçant. Il n'a rien dit, juste posé une mallette sur le sol et croisé les bras. L'atmosphère s'est figée, lourde, chargée de tension. Mon frère a reculé d'un pas, tandis que l'homme en costume me fixait comme si je détenais quelque chose d'essentiel. Je tenais toujours le carnet de maman contre moi. L'homme a parlé enfin, calmement, mais chaque mot pesait comme un coup de marteau. Il connaissait tout, les comptes gelés, les documents falsifiés, les mensonges accumulés par mon frère. Et il savait aussi pour le secret que maman avait laissé à la toute fin du carnet. Un secret qui pouvait changer tout ce que nous pensions savoir sur notre famille. Mon frère s'est mis à trembler. Il a tenté de nier, de tourner la conversation, mais l'homme ne lui a pas laissé l'ombre d'une échappatoire. Je suis resté silencieux, écoutant chaque mot, chaque pause, chaque respiration. Le carnet sur mes genoux semblait brûler sous mes doigts. L'homme en costume a posé la mallette sur la table et l'a ouverte. À l'intérieur, des papiers officiels, des photos anciennes et des lettres écrites de la main de maman. Tout était là, chaque preuve de vérité, chaque preuve de mensonge. Chaque morceau d'un puzzle que mon frère croyait terminé. Il a dit, « Avant que je reparte, vous devez comprendre ceci. » Et il m'a tendu une enveloppe cachetée, avec mon nom écrit soigneusement dessus. Mon frère a tendu la main pour l'attraper, mais l'homme a secoué la tête. « Pas encore. Cette enveloppe n'est pour personne d'autre que lui. » J'ai senti mon cœur battre plus vite. Je savais que le contenu allait tout changer. Puis, alors que je m'apprêtais à l'ouvrir, l'homme en costume a jeté un regard vers la fenêtre. « Ils savent que vous êtes ici. » Mon frère a pâli. « Qui ?» a-t-il demandé, la voix tremblante. L'homme a simplement hoché la tête, solennel, et dit, « Ceux qui pensent avoir tout perdu, ceux que votre mère voulait protéger, et ceux qu'elle voulait punir. » À ce moment précis, le téléphone de mon frère a vibré sur la table. Il a regardé, horrifié. Le nom affiché sur l'écran était celui qu'il n'aurait jamais voulu voir apparaître. Son visage a blêmi, et pour la première fois, il était totalement désarmé. J'ai souri, pas par cruauté, mais parce que, enfin,
Après tant d'années, le plan de maman se déployait exactement comme elle l'avait voulu. Et je savais que ce sourire allait tout détruire. Mon frère fixait l'écran de son téléphone comme s'il pouvait effacer le nom affiché d'un simple geste. Ses doigts tremblaient, ses lèvres se pinçaient. L'homme en costume s'est approché, silencieux, observant la scène avec un calme glacial. J'ai senti la tension dans la pièce devenir presque palpable, comme si l'air lui-même retenait son souffle. La mallette ouverte sur la table semblait rayonner d'une autorité que personne n'osait contester. « Ils savent tout », a répété l'homme, comme pour que chaque mot s'imprime dans nos esprits. Mon frère a balbutié, essayant de comprendre, de trouver une échappatoire, mais il n'y avait pas d'échappatoire. Chaque pas qu'il avait fait depuis la mort de maman l'avait conduit ici, au moment précis où son monde commençait à s'effondrer. Je le regardais, impassible, tenant toujours le carnet contre moi. Le sourire sur mes lèvres était devenu plus sûr, plus ferme, comme si la mémoire de maman elle-même guidait mes gestes. J'ai ouvert l'enveloppe qu'il m'avait tendue. À l'intérieur, il y avait une série de documents, de lettres et une photo que je n'avais jamais vue. Sur cette photo, maman, plus jeune, souriante, avec un homme qui ressemblait étrangement à celui en costume. Mon cœur a bondi. La ressemblance était frappante. Une vérité cachée depuis des décennies venait de se révéler. Les lettres racontaient l'histoire d'une alliance secrète, d'un choix que maman avait fait pour protéger certains membres de notre famille et exposer d'autres à la justice, selon leur propre conduite. Mon frère s'est penché, essayant de lire par-dessus mon épaule. J'ai reculé le carnet et l'enveloppe. « Ce n'est pas pour toi ?» ai-je dit calmement. Ses yeux se sont remplis de panique. « Tu ne comprends pas, si tu révèles ça, tout s'écroulera. » J'ai hoché la tête lentement, sans rien dire de plus. Il a compris que je savais exactement ce que maman avait prévu. L'homme en costume s'est assis, posant ses mains sur la table, et a ajouté une nouvelle information. Une troisième personne était impliquée, quelqu'un qui avait suivi tous nos mouvements depuis la mort de maman et qui attendait le moment exact pour intervenir. Mon frère a blêmi encore plus, incapable de parler. J'ai senti que la pièce était devenue une arène, et que chaque respiration, chaque mouvement pouvait déclencher une tempête. Je me suis levé, avançant lentement vers la fenêtre. Les rues en dessous semblaient calmes, mais je savais que dehors, dans l'ombre, des forces s'agitaient, prêtes à frapper. Mon frère me suivait du regard, impuissant. Je lui ai dit que maman avait tout prévu, chaque détail, chaque mensonge, chaque trahison. Le sourire sur mes lèvres n'était plus seulement pour moi, il était pour elle, pour sa justice silencieuse et pour la vérité qui allait enfin éclater. Je me suis retourné vers mon frère, et pour la première fois, il a vu ce que son arrogance et sa précipitation lui avaient coûté. Son visage n'était plus que terreur et incompréhension. Tous ces mois à croire que l'héritage, l'argent et le pouvoir familial étaient entre ses mains s'étaient effondrés en une seule seconde, sous le poids de la volonté silencieuse de maman. Il cherchait désespérément un mot, une excuse, une diversion, mais il n'y avait rien. Le sourire que je portais n'était pas cruel, il était le miroir exact de la justice qu'elle avait laissée derrière elle. J'ai ouvert lentement le carnet, montrant à mon frère les mots de maman, chaque lettre soigneusement tracée pour lui faire comprendre que le véritable héritage n'était pas matériel. La richesse qu'il croyait posséder n'était qu'une façade. La vraie valeur était dans la vérité, dans les secrets révélés au moment où il pensait tout contrôler. L'homme en costume s'est levé et a posé une main sur mon épaule, silencieux mais affirmant, comme pour confirmer que ce que maman avait préparé depuis si longtemps atteignait enfin son apogée. Mon frère a reculé, tremblant, incapable de soutenir mon regard. Les documents que je tenais, la photo et les lettres, étaient la preuve tangible que maman avait anticipé chaque mouvement, chaque mensonge, chaque trahison. Elle avait fait de moi le dépositaire d'une justice qu'aucune loi humaine n'aurait pu réaliser seule. La tempête qui s'annonçait pour lui ne venait pas d'un tribunal, ni d'un notaire, ni même de la police. Elle venait de moi, de son frère qu'il avait cru faible, effacé, manipulable. Je l'ai laissé parler, ces mots s'échappant dans un souffle tremblant, des aveux involontaires de culpabilité et de peur. Puis j'ai fermé le carnet, lentement, comme si chaque page se refermait sur un chapitre qu'il n'aurait jamais dû lire. La pièce était silencieuse, mais ce silence était plus fort que n'importe quel cri. Il n'y avait plus d'issue pour lui, aucune échappatoire. Maman avait tout orchestré pour que son héritage ultime ne soit pas l'argent, mais la vérité et la façon dont cette vérité détruirait la vanité et l'arrogance. Alors que je sortais de la pièce, enveloppe et carnet en main, je sentais le poids de l'histoire familiale se transformer en liberté. Mon frère restait là, figé,
Tandis que je marchais vers l'avenir, un sourire sur mes lèvres qui n'était pas seulement pour moi, mais pour maman, pour sa mémoire et pour la justice silencieuse qu'elle avait construite. À cet instant, tout ce qu'il croyait posséder s'était effondré. Et pour moi, la vérité éclatante s'ouvrait comme un soleil après une longue nuit d'ombre. La partie finale venait de commencer, et cette fois, personne ne pourrait l'arrêter.